Lendemain de keynote, je sors de la douche, on est sur un format live. Hier soir, Apple a introduit ses nouveautés pour le printemps 2022. Comme tout le monde, j'étais en train de regarder la keynote. Comme tout le monde, j'étais super hype et j'ai été vraiment enthousiasmé de découvrir leur nouvelle gamme pour les semi-professionnels / professionnels. Et j'ai commandé le nouveau Studio Display juste avant de me raviser. Parce que j'ai réalisé à quel point Apple était en train de m'avoir avec un mécanisme marketing que j'ai pourtant étudié, et j'ai réalisé à quel point ils étaient systématiquement bons sur ce point précis, et j'aimerais qu'on en parle dans cette vidéo. Bref, vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on débriefe la keynote d'Apple pour le printemps 2022, et il faut qu'on parle de pourquoi on est toujours à ça d'acheter les nouveaux produits Apple. Thank you for joining us for our first event of 2022. Today we have some great announcements to share, starting with iPhone. Alors juste histoire de refaire un peu le cheminement de la keynote, Apple a introduit en présentant ses nouveautés pour le grand public avec des mises à jour de produits très incrémentales. Bien entendu, c'est pas ce qui a vraiment retenu mon attention, ça n'a pas été l'iPhone SE qui est toujours plus ou moins le même modèle qu'en 2020 avec Ceramic Shield, une puce A15 et de la 5G. Pour le coup, je suis pas curieux de découvrir cet iPhone SE étant donné que j'ai aucun doute sur le fait que c'est plus ou moins la même chose que le 2020, mais je suis curieux de le tester pour voir si cette formule fonctionne encore en 2022 avec nos usages du smartphone actuel et pour voir si ce design est effectivement capable d'accueillir de la 5G et une puce plus performante et un petit peu plus énergivore. On verra bien, je pense que je vais le commander celui-là, ça pourrait être intéressant. Apple Silicon is a huge part of the success of another remarkable product, and that's iPad. Ensuite, Apple a poursuivi avec l'iPad Air, et là j'ai été un petit peu plus surpris dans la mesure où l'iPad Air c'est certes toujours le modèle de 2020 avec Center Stage, mais ils ont introduit la puce M1 dessus, chose à laquelle je m'attendais pas du tout. Je me disais qu'une puce A15 aurait très bien suffi sur ce modèle, mais en fait non, Apple ne retient pas ses coups, et ça fait plaisir, étant donné que maintenant l'iPad Air confirme, et de très loin, son statut de meilleur rapport qualité-prix dans la gamme des iPads. C'est celui que je recommandais déjà à tout le monde, et c'est encore plus le cas aujourd'hui. Un petit peu désolé pour l'iPad Pro quand même, étant donné que pour l'instant il a plus grand intérêt, en attente d'une mise à jour je suppose. Yep. Donc voilà pour le grand public, du mieux, rien de bien révolutionnaire, du plus cher aussi, on va pas se mentir, hein, l'iPad Air passe à 700 € et l'iPhone SE à 529 si je dis pas de bêtises, ce qui lui fait passer la barre symbolique des 500. Avec ce design c'est un petit peu dur à avaler. On verra bien, je pense que je vais en tester un des deux, je sais pas encore lequel, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous aimeriez que je teste, hein, l'iPad Air ou l'iPhone SE. Je partirai plutôt sur le SE, mais bon, on verra bien. We're bringing Apple Silicon to users who need even more extreme levels of performance to unleash their creativity. Introducing M1 Ultra. Apple a ensuite poursuivi sa keynote en introduisant ses nouveautés en termes de puces pour le Mac, et là, si c'était un petit peu plus intéressant, je dois dire qu'au final, ça m'a pas surpris non plus, dans le sens où c'est juste une extension de la gamme M1, encore une fois. Parce que oui, la nouvelle puce M1 Ultra, le nouveau haut du panier pour le line-up de M1, au final, c'est simplement deux puces M1 Max reliées l'une à l'autre, soudées l'une à l'autre avec la technologie Ultra Fusion qu'Apple a introduit, et pourquoi pas? Au final, ça permet d'avoir plus de cœurs CPU, plus de cœur GPU tout en profitant des bonus de l'architecture M1 en termes d'efficacité énergétique. Et puis j'imagine que pour Apple c'est une approche très sensée étant donné que ça permet de rationaliser leur coût de production en étant toujours sur l'architecture standard de la puce M1 Max qui est simplement déclinée sur un modèle double tout simplement. Donc oui, M1 Ultra c'est du très bon, le nom Ultra fonctionne bien même s'il est repris à Samsung, hein, on va pas se mentir. Mais au final ce qui est surprenant c'est pas tant cette puce M1 Ultra que la nouvelle référence de Mac qu'elle permet d'introduire, et là il faut qu'on en parle. This is Mac Studio and Studio Display. Concrètement, Studio, c'est une nouvelle référence de Mac pour les gens qui sont dans cette catégorie semi-professionnelle jusqu'à professionnelle un petit peu avancée, mais qui sont pas non plus sur le territoire des Mac Pro, hein, qu'Apple a bien défini comme étant une gamme différente qu'ils vont mettre à jour plus tard, et qui j'imagine se destinera vraiment aux professionnels du cinéma qui bossent sur de gros blockbusters, enfin vraiment les pros, le top du top quoi. C'est super intéressant comme démarche et comme cible, et c'est pas pour rien si cette keynote a quand même fait du bruit parmi les influenceurs, c'est parce que ça tape pile poil dans ce public-là. Alors les produits en soi sont très cool, le Mac Studio c'est une espèce de Mac mini version boostée avec soit une puce M1 Max, soit une puce M1 Ultra. À l'usage, vu ce qu'on a vu sur les MacBook Pro M1 Pro et M1 Max, je ne doute pas que ce Mac Studio soit une réussite, mais j'avoue que dans le design, au risque de me faire incendier dans les commentaires encore une fois, je trouve que c'est pas forcément très inspiré. J'aurais tendance à dire que le Mac Pro de 2013 était un petit peu plus élégant pour une sorte de mini tour. Je vous avoue que je sais pas ce que la plupart des gens pensent de ce design, donc n'hésitez pas à dire dans
les commentaires ce que vous en pensez, je serais vraiment curieux de le savoir pour le coup. On verra bien si je suis le seul à trouver que le Mac poubelle n'était pas si dégueulasse que ça. Conjointement à ce Mac Studio, on a eu droit à un nouveau Studio Display qui est pensé pour l'accompagner et qui est un petit peu dérivé du Pro Display XDR. Voilà, avec de très bonnes caractéristiques, visiblement il est très lumineux, je ne doute pas qu'il ait un excellent rendu, il a un très beau design idéal pour aller avec les derniers produits Apple, et je ne doute pas qu'il les complémente très bien avec sa connectique Thunderbolt et USB Type C. Pourquoi pas. Au-delà de tout ça, ce qui est vraiment intéressant dans cette keynote et avec cette nouvelle gamme, c'est qu'elle m'a fait réaliser à quel point le product marketing d'Apple est extrêmement bien réalisé. En fait, en tant qu'entreprise, quand tu conçois un produit, que ce soit un smartphone, un moniteur ou une montre connectée, bien entendu, c'est d'abord les ingénieurs qui vont bosser dessus, qui vont élaborer le produit et ses fonctionnalités, et derrière, ils vont refiler le bébé à une discipline bien spécifique du marketing, le product marketing, qui lui va être chargé de déterminer à qui va s'adresser cet objet, comment on va le nommer lui et ses fonctionnalités, et quelle histoire on va bâtir autour. Et le product marketing, ils vont aussi être chargés d'élaborer des études de marché pour déterminer son bon positionnement tarifaire. Alors, en termes de marketing pur, on le savait déjà qu'Apple, ils sont très doués pour attribuer des noms un petit peu vendeurs, un petit peu flashy à leurs produits, et puis à côté de ça, on savait aussi qu'ils sont très doués pour bâtir des histoires autour de leurs produits. C'est sans doute les meilleurs à ce petit jeu-là d'ailleurs. Mais là où j'avais jusque-là un petit peu moins conscience de leur talent, personnellement, c'est dans le positionnement tarifaire. Alors là, on pourrait se dire qu'en fait non, qu'Apple, ils sont systématiquement un petit peu trop chers par rapport à ce qu'ils proposent et par rapport au reste du marché. Mais est-ce que vous en êtes sûr? Au final, être trop cher, ça veut dire être trop cher par rapport au public que tu cibles, mais là où Apple sont très forts, c'est qu'ils sont pas vraiment trop chers, ils sont toujours dans la catégorie très précise de l'affordable luxury ou luxe abordable. Si on prend l'exemple du Studio Display pour son public de semi-professionnel / professionnel, dont je fais un petit peu partie, en fait, à 1749 €, on n'est pas sur quelque chose qui sera un achat instantané ou un instant buy, enfin pour moi ce serait genre 1000-1200 €, je l'aurais acheté direct, ce moniteur. À 1749 €, on n'est pas non plus sur quelque chose de délirant, voilà, c'est quelque chose qui peut se rentabiliser, c'est vrai, mais on est vraiment dans cette espèce d'entre-deux où t'es sur un tarif qui est considérable. Et oui, c'est dans cette espèce d'équilibre, c'est en étant considérable que tu crées de la désirabilité autour de ton produit. Évidemment, derrière, il faut que ton produit il réponde aux besoins de ta cible, il faut qu'il soit bon, mais à partir du moment où t'es bien positionné comme ça, tu t'assures d'avoir un produit qui en fait est attirant, qu'il est vendeur, que t'as envie d'acheter, même si c'est pas forcément parfaitement raisonnable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un modèle qui s'applique un peu à tous les produits Apple. Si t'es un enthousiaste passionné de technologie, tu vas avoir envie de t'acheter l'iPhone 13 Pro, ce genre de choses, mais à 1150-1250 € pour le max, c'est un achat considérable, tu vois, mais en même temps, t'en as un petit peu envie. C'est un équilibre qui est extrêmement subtil, qui s'applique parfaitement au public de semi-professionnels que vise toute la gamme Studio, le Mac Studio et le Studio Display. Et je trouve qu'Apple, au final, c'est là qu'ils sont toujours systématiquement très bons, et c'est ce qui fait que vous êtes toujours pas loin d'acheter ce produit qui vous parle dans la gamme d'Apple, mais que vous devez vraiment y réfléchir à deux fois. Et c'est exactement ça qui m'a fait commander le Studio Display avant de me raviser, parce qu'au final, si je suis dans ce public de semi-professionnel, et bah peut-être que pour moi, l'achat, il oscille un petit peu trop vers le délirant, étant donné que je suis pas non plus à ce stade où un écran simple à 1750 € peut vraiment être rentabilisé facilement. C'est pas raisonnable. Et puis bah écoutez, une très bonne keynote au final, on aura eu droit à une nouvelle gamme, des choses franchement intéressantes, des évolutions qui tombent sous le sens pour des produits que le grand public apprécie, hein, l'iPhone SE et l'iPad Air. Et puis bah je suis super curieux de voir comment Apple va faire évoluer la gamme par la suite, parce qu'il y a du très bon dans ce qui est délivré en ce moment, et je trouve ça super cool. Donc voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que ce petit débrief de la keynote vous aura plu, j'espère que ça vous aura éventuellement aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, de ce qui a été annoncé et de ce que j'ai dit dans les commentaires, je serais curieux d'échanger avec vous à ce sujet. Voilà, je vais passer au montage, prenez soin de vous, et à la prochaine.